Bienvenue dans Queer and Curious, le podcast où l'on déballe tous sauf nos bonnes manières. Quoique... On parle queer, on parle pop culture, on parle drama, mais toujours avec amour et une pointe de mauvaise foi bien placée. Installe-toi, prends ton verre, une bouteille, tout ce que tu veux et souviens-toi ici, la seule chose interdite, c'est d'être ennuyeux. So boring. Bienvenue dans Queer and Curious, le podcast qui fait danser les idées et transpirer les certitudes. Aujourd'hui, je reçois Johan, président d'Arden, structure événementielle LGBTI+, et membre aussi de Queedam, collectif queer, féministe, radical et anti-impérialiste. Ensemble, on parle de militantisme en dehors des grandes villes, d'organisations communautaires sans concession et de la puissance des marges quand elles décident qu'elles méritent la scène. Préparez-vous à un épisode qui secoue, qui éclaire et qui ne s'excuse pas trop d'être trop queer, trop politique et trop vivant. Salut Johan. Salut Morgane, merci pour l'invite. Mais de rien, c'est avec plaisir. Est-ce que tu peux déjà te présenter, tes pronoms, ce que tu fais dans la vie, d'où tu viens ? Johan, il ou elle, sans préférence. Je vais bientôt avoir 30 ans dans quelques mois. Actuellement, je suis chargé de projet pour l'association AIDS. Et puis, je fais pas mal d'événements festifs, politiques, avec mes assos. Et à quel moment dans ta vie tu as commencé à t'engager dans ces deux assos-là ? Très récemment, ouais. Même dans le milieu LGBT, ça fait maximum 4 ans que j'ai commencé, que je suis out depuis 15 ans bientôt, mais ça fait 4 ans que j'ai commencé à avoir un entourage LGBT. Et le militantisme, c'est venu un peu naturellement avec la rencontre avec mon partenaire actuel, Queedam, et du coup l'éducation, la déconstruction qui ont suivi. Donc on va dire à partir de 2022, je commençais à m'engager. C'est quoi ton premier souvenir queer ou LGBT ? Tu préfères d'ailleurs que je dise queer ou LGBT en parlant de toi ? Qu'est-ce que tu préfères ? Je me revendique plutôt comme une personne queer. D'accord. Mais okay. je suis forcément LGBT. Ça fait partie des choses, mais je sais que en fonction des pensées de chacun. Tout à fait. C'était quoi ton premier souvenir de couleur queer où vraiment tu t'es dit il faut que je m'engage et j'ai envie de faire bouger les choses ? En vrai, c'est l'absence d'avoir ce genre d'événement, en fait, d'avoir un endroit où se retrouver, un endroit où être entre nous et de manière... j'ai pas le mot anglais là, unapologetic, je sais pas comment dire en français, quoi, mais genre sans s'excuser, quoi. Juste, voilà. Et du coup, en rencontrant ces personnes, de voir qu'elles avaient de l'énergie, l'envie de faire mieux, l'envie de faire communauté, c'est là, quoi. Je me dis début 2022, vraiment, fin 2021, début 2022. Est-ce que le fait de t'être engagé, ça t'a permis de te sentir plus safe, plus à ta place ? Est-ce que ça t'a permis de mieux trouver ta place dans la communauté ou est-ce que tu as encore besoin de te chercher et d'avancer dans ce cheminement associatif ? Alors, je réponds oui à tes deux questions. Ça m'a permis de trouver une place, de me sentir mieux et en même temps, on a tous encore un cheminement à faire. Donc, on a plein de choses à apprendre, plein de choses à déconstruire, toujours. Donc... Ouais, oui et oui. Est-ce que tu peux nous en dire plus justement sur ce parcours ? Tu as commencé par Queedam, c'est ça ? Et tu as créé Ardens après. Ouais. Comment tu es arrivé dans cet asso ? Queedam ? Oui. Du coup, quand je suis revenu à Nancy après 3 ans à Strasbourg, où j'ai vraiment commencé à avoir un entourage LGBT, je me suis dit ce serait bien d'aller plus loin. Et il y a déjà des assos sur Nancy, mais ça ne me correspondait pas tant que ça. Et comme je t'ai dit, mon partenaire actuel, on s'est rencontrés un peu à ce moment-là. Lui, il est fondateur de Queedam à la base en 2017, donc je l'ai suivi en fait. Et puis de là, on est parti. Et aujourd'hui, on fait des choses. On n'en fait pas beaucoup, on n'est pas énormément, mais on fait des petites choses. Après, des fois, il vaut mieux la qualité que la quantité d'events. C'est vrai, on essaye. Est-ce qu'il y a eu des figures ou des moments déclencheurs pour toi dans ton arrivée dans le système associatif quand tu es revenu à Nancy ? Ou est-ce que tu en avais déjà avant ? Et en fait, le fait que tu aies rencontré ton partenaire de vie, ça t'a aidé justement à mettre un petit peu des actes sur tes envies ? Je n'en avais pas tant que ça avant, et c'est vraiment les personnes que j'ai rencontrées. Je vais citer Sovan, du coup, et je vais aussi citer Jean. Jean, je pense que c'est un peu ma maman, tu vois. Je pense que toutes mes pensées, toute ma vision des choses aujourd'hui découle de ce que j'ai pu entendre d'elle. Donc c'est une ancienne personne de Queedam, elle n'y est plus depuis peu d'ailleurs, mais ça reste une très bonne amie, c'est une artiste aussi, qui expose aux Beaux-Arts, en ce moment même. Mais ouais, je pense que c'est vraiment mes deux modèles de vie de manière générale que j'ai la chance d'avoir dans mon entourage très proche, du coup, en même temps. Et du coup, tu vis sur Nancy. Toi qui as vécu aussi dans une grande ville comme Strasbourg, qui a quand même un milieu queer et LGBT plus développé qu'une petite ville comme Nancy, comment tu saisis la différence ? Est-ce que tu as pris des exemples sur d'autres villes, d'autres plus grosses villes pour essayer de toi
faire avancer une petite ville comme Nancy? Alors sur Strasbourg, je n'ai absolument pas connu le milieu LGBT de manière générale. C'est vraiment, j'étais en relation hétéro pendant 5 ans à ce moment-là. Mais par contre, Nancy, c'est mort. Il y a une population queer très présente, population LGBTI+, très présente, mais il n'y a rien. Donc du coup, clairement, obligé de regarder ce qui se passe ailleurs pour essayer de proposer des choses similaires, pour faire mieux. Enfin voilà, voir ce qui pêche, ce qui ne pêche pas, et trouver des lieux dans lesquels on peut exister et vivre. Est-ce que tu as des exemples plus précis de choses que tu vois dans d'autres villes que tu as déjà importées sur Nancy ou que tu aimerais faire vivre à Nancy? Alors plutôt Bruxelles, en l'occurrence. Tout un aspect autour de la safety des gens, en fait, de la sécurité des gens, de l'accessibilité du lieu. On nous a aussi beaucoup cité, pendant les événements Queerdom notamment, que ça rappelait Berlin. Donc ça, je ne peux pas en parler moi d'expérience, mais on nous a dit qu'il y avait des choses similaires dans la manière de faire. Ouais, c'est surtout, je pense, Bruxelles, en vrai. Là où j'ai vu des choses et je me suis dit, on va faire ça, c'est bien. Et tu penses que Nancy, c'est prêt pour ce genre de choses ou tu te dis advienne que pourra et j'espère que tout le monde sera à la rencontre de ce genre de nouveaux events? Bah écoute, je pense que tous les events jusque-là ont été plutôt réussis. Enfin, en tout cas, ils ont eu un certain succès. Je pense qu'on peut faire beaucoup mieux. Donc, on va essayer de faire beaucoup mieux. Et Nancy est prêt, oui. Nancy est prêt. Nancy a besoin de ça. Nancy attend depuis très longtemps, je pense, même maintenant. Est-ce que justement le fait qu'on soit dans une ville où il y a tout à faire, est-ce que tu sens que ça t'oblige à être plus créatif, ça te rend plus créatif dans tes idées? Ou il y a des moments où tu dis stop, je suis découragé, j'en ai marre de me battre un peu tout seul et avec le collectif lequel je suis, et on arrête tout? Ou est-ce que justement ça te donne une force supplémentaire pour avancer? Non, je pense que ça donne une force supplémentaire et la commune est quand même... elle est là, elle t'aide, t'es pas tout seul. Enfin, je trouve, parce que j'en ai déjà parlé avec des amis, mais des bénévoles différents que des personnes LGBT ou queer avec lesquels j'ai travaillé depuis 2023, j'ai une liste de 150 personnes. Et ça, c'est juste des gens qui ont été volontaires pour aider, donc pour accompagner leurs idées, pour accompagner leurs mains. Donc, non, je pense que c'est de la force, au contraire. Ouais. Et la fatigue, la fatigue militante, moi, je ne l'ai pas encore. Fatigue événementielle, je ne l'ai toujours pas. On verra plus tard. Moi, j'ai cette chance pour l'instant. On va rentrer un petit peu plus dans le détail par rapport à ton asso qui s'appelle Ardence. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est cet asso, ce qui s'appelle Ardence? Est-ce que ça a été un besoin pour toi? Est-ce que c'est un moyen de plus facilement t'exprimer? Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cet asso? Si on parle d'historique et de mon fonctionnement de manière générale, que ce soit, je suis par exemple un gros joueur de jeux vidéo, et si une compétition ne me convient pas, j'ai organisé des choses pour des milliers de personnes, et du coup c'est un peu ce qui s'est passé avec Ardence en fait. Il n'y avait rien sur Nancy, donc s'il n'y a pas, il faut faire, parce que sinon ça n'arrivera pas. Et c'est un peu comme ça, on a commencé sans asso d'ailleurs, avec les soirées Dragdown. Donc là c'est vraiment, j'ai envie d'une soirée LGBT, j'ai envie d'une soirée queer. J'ai contacté Eros de la House of Sin Trinity, et je lui ai dit, est-ce que ça te tente quoi? Et on s'est lancé à deux avec Thaïs qui nous a rejoint quasiment instantanément. Et on a fait une première édition, Dragdown, 450 personnes, record du bar, c'était incroyable, on s'y attendait vraiment pas. Et en fait, de là, la house nous a rejoint en complet, et on a fait 4 soirées en quelques mois qui avaient toutes plus de 200 personnes. Donc encore une fois, Nancy était prête, Nancy attendait. Et je suis reparti de Nancy pendant un an, moi j'ai mis tout en pause. Et ce qui est super bien là, c'est que je reviens vraiment de manière active, et il y a plusieurs soirées tous les mois. Ouais, on en parlera un petit peu plus tard de cette actu, d'ailleurs avec une soirée qui arrive la semaine prochaine. Comment, justement, en parlant d'organisation de soirée, tu choisis les artistes, les lieux, le public, tu n'as pas besoin de le choisir puisque tu t'adresses à un public queer, mais comment tu fais ça? Tu fais ça tout seul? Tu fais ça en compagnie des hosts avec lesquels tu travailles? Vous proposez des noms et vous essayez de trouver la meilleure personne, celle qui montre mieux l'identité de ton asso? Alors au niveau des lieux, c'est vraiment moi qui ai testé, parce que j'essaye d'attacher un point d'honneur à l'accessibilité. Et sur une ville comme Nancy, je ne parlerai pas des autres villes, mais sur Nancy c'est très compliqué, parce que les bars ne le sont pas en fait. Et par accessible, les gens pensent tout de suite un fauteuil peut rentrer, mais il n'y a pas que ça en fait. La personne a le droit d'aller aux toilettes pendant la soirée. Donc si les toilettes c'est à l'étage en dessous, c'est pas possible, la largeur, voilà. Donc en termes de lieux, ça a très vite limité le choix. Il y a des lieux avec lesquels j'aimerais travailler parce que les patrons, c'est des amis, mais je ne peux pas parce que le lieu ne correspond pas à ce que je m'oblige de respecter. Parce que j'ai pas envie de me dire, tant pis, on va sacrifier les personnes handi pour cet événement. J'ai pas envie d'arriver dans ce genre de fonctionnement. Et après, au niveau des artistes, par contre, on en discute. À l'époque, avec la House of Sin Trinity, c'était
elle qui s'occupait de l'aspect drague et artiste, moi je m'occupais de l'aspect relationnel, administratif, on va dire. Là, avec la House of Luma, on est plus sur un fonctionnement tous ensemble. Donc on se donne des idées, on discute, on contacte. Et après, c'est moi qui fais quand même tout ce qui va être administratif, bénévole, contacter les artistes, gestion des cachets et tout. Je suis à l'aise avec ça, j'adore faire ça. C'est rare les personnes qui adorent faire de l'administratif comme ça. C'est clair. Moi, ça me passionne. Surtout que c'est tellement facile en France d'organiser des events. Ah, oui. En parlant de la House of Luma, est-ce que tu peux rapidement la présenter pour les gens qui ne la connaissent pas? Alors, il y a Deva Queen, Artemis et Indigo. La House of Luma, c'est 3 dragues grosses, 3 dragues trans qui veulent offrir de la diversité. Diversité des corps, diversité des genres. Et puis avoir une scène en fait pour elles parce qu'elles manquent peut-être d'opportunités par rapport à d'autres personnes et donc si on peut construire quelque chose, allons-y. Et c'est elles qui m'ont contacté en me demandant si j'avais pas une idée de lieu. Les 3 petits points dans lesquels on fait nos événements venaient de rouvrir. J'étais en train de me dire, je viens de revenir à Nancy, il faut faire quelque chose. Du coup ça s'est fait un peu de manière organique quoi, de travailler ensemble. Toutes les étoiles étaient alignées. C'est ça, voilà. Mon retour en février, début de travail mars, je crois. Et tu as déjà une soirée à ton actif. La première, c'était début avril, Le c'est 5 ça, avril. sur ton retour, ouais. Tout à fait. Alors moi, j'y ai participé en tant que bénévole et franchement, vous loupez des choses parce que l'endroit est juste magnifique. À croire qu'il était presque créé pour ça. C'est vraiment un écrin top. Et ça mérite d'être connu parce que le personnel est super agréable, les drags sont adorables, elles sont vraiment proches du public. Et j'ai passé vraiment une super soirée. Et on en reparlera tout à l'heure quand on parlera de la prochaine édition de la soirée. Et on va revenir un petit peu aux choses sérieuses quand même. Ouais. Justement, sur l'organisation d'événements, est-ce que pour toi c'est compliqué justement, on sait aujourd'hui, il faut que les gens ressentent le côté événementiel, mais toi derrière, tu as tout ce qui est sécurité, on reste une minorité, donc qui dit minorité dit risque d'attaque. Est-ce que pour toi, c'est facile à gérer? Est-ce que tu as déjà eu des problèmes par le passé ou est-ce que c'est quelque chose dont tu as l'habitude et que tu as la facilité de gérer? Alors j'ai l'habitude aujourd'hui, mais ça n'a pas toujours été le cas. Mais après, oui, c'est des choses que tu es obligé de voir en amont. Hein. C'est des trucs très bêtes, mais on est beaucoup de personnes trans dans ce genre de soirée, quoi. Donc tu préviens les serveurs et serveuses, tu dis ce soir pas de monsieur, madame, quoi. C'est un truc très bête auquel les gens ne pensent pas, mais c'est tellement un automatisme aujourd'hui dans la société. Donc c'est un truc très con, quoi. T'as pas envie de ressentir de la dysphorie à une personne en soirée queer ou LGBT+, quoi. Donc c'est des choses comme ça. C'est aussi toujours avoir un accord avec le patron. Et du coup, si je lui dis là, cette personne a fait de la merde, elle sort, et ben il me remet pas en question ce que je dis, il me fait confiance. Donc oui, c'est des choses à voir en amont. On a déjà eu des expériences un peu plus virulentes, pas dans un bar, mais en After Pride, où on avait des menaces par un groupe de 6-7 en l'occurrence, qu'on a viré, qu'on menaçait de revenir nous casser la gueule après. Ils sont jamais revenus, on a eu de la chance. Mais du coup, dans un bar, je m'arrange avec le serveur, le patron, pardon. Sinon, on a une safe team, on avait une sécu à Dragdance par exemple. C'était plus différemment, l'organisation était différente au niveau du lieu, et du coup, on avait une team safe. Pendant les soirées Quidam, on a des bénévoles volants, on a une safe team, on a des personnes référentes. Donc oui, c'est des choses auxquelles on pense. On demande des retours aussi du public pour savoir qu'est-ce qui a amélioré, qu'est-ce qui a été bien. Enfin, voilà. C'est une conversation permanente. En vrai. C'est compliqué plus dans le côté chronophage en vrai, parce que c'est quand même plein de choses à voir que dans la réalisation des choses. Et il y a un moment déjà où tu t'es dit, ça y est, on est dans un engrenage important et là on fait des choses qui sont utiles? Dès que c'est parti en fait. Dès qu'on a dit waouh, en fait, il y a eu autant de gens, ça a marché, les gens sont généreux, les gens ont été contents, il y a des choses à améliorer, mais allons-y quoi, partons. Et ouais, franchement, dès que ça a marché, ça donne envie, ça fait plaisir de dire tu dépenses, tu passes des dizaines, voire des centaines d'heures en cumulé aujourd'hui, je pense, à travailler sur quelque chose, à t'éduquer, à te former, à suivre, plein de choses, et te dire ça paye. Parce que les gens sont contents, les gens sont présents. Et est-ce que sur ce genre d'organisation, que ce soit la Dragdown ou sur les soirées que tu organises maintenant, est-ce qu'il y a des obstacles qui sont récurrents ou à chaque fois, peu importe l'organisation, peu importe les drags qui viennent, peu importe le bar, il y a toujours les mêmes questions qui reviennent, les mêmes problèmes? Et d'un autre côté, est-ce que sur des événements plus gros, je parle par exemple de l'After Pride, est-ce que les institutions locales vous soutiennent ou est-ce que c'est un peu... on s'en mêle pas et vous êtes une asso, c'est à vous de vous débrouiller? On a de la chance, on a un super partenariat avec le musée des Beaux-Arts. Là-dessus, on a de la chance
Et on travaille qu'avec le musée à l'heure actuelle, d'ailleurs. Mais sinon, c'est pas au niveau des bars, c'est pas. Enfin, une fois que tu as ciblé tes lieux, pas si compliqué que ça. Mais au niveau du local, on travaille pas avec énormément de monde chez Quidam. On sélectionne vraiment de manière très précise avec qui on travaille, pourquoi. On s'assure des valeurs aussi. Et non, avec le musée des Beaux-Arts, on a une super directrice dans le musée qui s'appelle Susanna et qui est une personne très cool, très gentille, très aidante aussi, et qui nous apporte beaucoup à l'heure actuelle. À quel moment le fait d'organiser ce genre d'événement, ça devient politique ? Est-ce que vraiment tu le fais politiquement parlant, ou est-ce que le fait de l'avoir organisé, ou avec les personnes que tu as fait venir, les drags que tu fais venir, ça devient forcément politique par le discours des artistes, ou parce que toi, tu organisais quelque chose qui se veut forcément politique, surtout dans une ville où, justement, on n'en parle quasiment pas, ou pas assez. Moi, je dissocie déjà politique et politisé. Par exemple, le drag est politique, mais tous les drags ne sont pas politisés, par exemple. Ardens, ça n'a pas vocation à être spécifiquement politisé, par exemple, mais c'est par essence politique, par rapport aux personnes présentes pendant la soirée, par rapport au discours qu'on peut entendre en effet parmi les drags. Hein. On ne censure pas, donc chacune peut dire ce qu'elle veut. Donc voilà, Ardens n'a pas pour vocation à être politisé, c'est vraiment avoir une asso, avoir quelque chose qui puisse permettre d'organiser tout type d'événements. Là actuellement on n'est que sur du drag, mais il y a d'autres projets en cours. Et par contre Quidam, oui, c'est complètement politisé et on est vraiment sur radical, parce que radical, il y a une raison radicale, c'est pas juste pour faire beau. On y reviendra dans la deuxième partie du podcast. C'est quoi ton rêve le plus fou pour Ardens dans 5 ans ? Franchement, mon rêve ce serait, à l'heure actuelle, là ça fait un petit moment, mais c'est d'en vivre en fait, que ça en vienne mon travail. Organiser des événements queer, organiser des événements LGBT, être être agent d'artistes LGBT, franchement ça c'est mon rêve. Et du coup si Ardens ça peut level up parce que le monde le permet, ce serait incroyable, même si je ne vois pas ça possible sur Nancy. C'était ma question suivante. Après Nancy peut-être est amenée à bouger, et je pense que Nancy est prêt, il y a tellement de choses à faire. Moi j'ai connu Nancy tellement réveillée que je me dis c'est tellement dommage qu'on vit aujourd'hui. Et je suis très content de redécouvrir de nouvelles choses, même si y a des choses que j'ai pas vues parce que je m'étais un petit peu aussi absenté. Et je suis très content qu'on retrouve de nouvelles choses et de surtout autant de diversité. Parce que c'est vrai que vous verrez si vous allez à un prochain événement de Ardens, la diversité drag est tellement énorme que... il y a tellement d'univers que vous ne pouvez pas vous lasser et vous trouverez forcément votre bonheur. Et puis ça reste vraiment un peu l'identité de cette soirée, en tout cas la Fitting. C'est vraiment de voir d'autres personnes. On va passer tout de suite au premier jeu qui s'appelle le Yo ou Non. Alors, je vais te donner 7 petites affirmations. À toi de me dire si c'est yo, ça veut dire que tu es plutôt d'accord avec l'affirmation, et si c'est non, ça veut dire que tu la rejettes, tu n'es pas d'accord, et à chaque fois, explique un petit peu pourquoi. Ok. Première proposition, une Pride sponsorisée par Total Energy. C'est plutôt yo, c'est plutôt non? C'est complètement non. Des soirées queer sans politique juste pour faire la fête. C'est plutôt yo, c'est plutôt non? C'est plutôt yo, parce que ça a le droit d'exister, ça devrait exister, et les deux sont compatibles. Des organisateurs gays qui refusent de bosser avec des collectifs trans ou racisés. C'est un très gros non, et on les emmerde. Laisser une asso queer blanche parler au nom de tous les queers. C'est plutôt yo, c'est plutôt non? C'est un gros non aussi. Les drag kings qui doivent toujours expliquer leur art. C'est plutôt yo, c'est plutôt non? C'est un gros non aussi, désolé pour eux. Ils ont pas de chance, hein. Les gens ont du mal à les accueillir, à les faire venir. Et il y a tellement d'artistes. S'il vous plaît les drag queens, si vous m'entendez, faites bosser les drag kings, parce qu'ils ont autant de talent que les drag queens, et franchement ça a le mérite d'être vu, revu et encore revu. Et qu'ils soient aussi bien payés. Oui, que les drags soient déjà bien payés et qu'il n'y ait pas de différence. Vous savez, l'égalité homme-femme, ça marche aussi dans l'art. Hein. Le militantisme comme lifestyle Instagram, c'est plutôt yo, c'est plutôt non? C'est plutôt non. C'est vrai? C'est plutôt non, ouais. Je suis déjà très nul avec les réseaux sociaux, mais alors en plus en mode lifestyle, c'est encore plus nul. Mais pourquoi pas? Il y en a chez qui ça marche très bien. Pas dans ton cas en tout cas. Pas dans mon cas. Les queers te disent sans terrain militant, c'est plutôt yo, c'est plutôt non? C'est complètement non, ça n'a pas de sens. On va maintenant en venir un petit peu à Quidam. Est-ce que tu peux nous dire c'est quoi Quidam en quelques mots? D'où vient ce collectif et en quoi ça consiste?
Donc Queerdom, du coup, à la base, c'est un collectif de féminisme intersectionnel, le premier de Nancy qui a été créé en 2017-2018. C'était étudiant et les choses ont évolué, les gens ont grandi et ça, ça a évolué en asso LGBTI+, queer, global en fait. On fait de la place non pas que pour les personnes LGBTI+, mais pour les personnes multidiscriminées, multiminorisées, parce que dans la communauté LGBT, il y a des personnes handi, il y a des personnes sexisées, il y a des personnes trans, évidemment, il y a des personnes racisées. Et donc l'idée, c'est aussi de proposer quelque chose pour ces personnes-là, qui sont souvent les oubliés des assos, les oubliés des collectifs, les oubliés des structures. Et pourquoi vous avez choisi une posture vraiment radicale? C'était quelque chose qui manquait dans le paysage militant ancien, ou c'est un petit peu imposé au fur et à mesure que l'asso s'est construite? Alors, je peux pas parler pour celles qui ont précédé et qui ont décidé ça, en fait. Mais si je parle de moi, je pense que radical, queer, ça a un sens. Et c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas, en effet, très souvent, qui est souvent oublié ou alors sacrifié pour de l'argent, pour de la visibilité, pour d'autres bénéfices. Et qui est nécessaire parce que trop souvent absent, que ce soit à Nancy ou ailleurs, d'ailleurs. C'est quoi vos lignes rouges? Qu'est-ce que vous refusez de faire? Et c'est quoi vos combats vraiment prioritaires? Combat prioritaire, on va dire que c'est par nous, pour nous. Donc c'est faire communauté, se protéger, travailler ensemble, essayer d'avancer ensemble et vraiment proposer un endroit où on peut être soi-même et on peut être à l'aise, quelle que soit la personne que l'on est. Notre ligne rouge, on n'a pas beaucoup d'argent, par exemple, parce qu'on refuse l'argent de la LICRA, par exemple. Enfin, voilà, il y a des grosses structures avec plein de thunes, mais qui ne correspondent pas à nos valeurs. On commence seulement à travailler, à essayer de travailler avec la ville de Nancy. On va voir ce que ça va donner, mais c'est tout nouveau, ça n'a jamais été le cas. Jusque-là, on fonctionne sans argent, sans subvention. Donc c'est vraiment cette indépendance et ne pas sacrifier nos valeurs. Dans la bio Insta de l'asso, ça dit qu'elle est anti-impérialiste. C'est quoi justement l'anti-impérialisme aujourd'hui dans le cadre de votre asso et un peu plus globalement dans le monde LGBT, dans le monde queer? L'anti-impérialisme, l'anticolonialisme et l'anticapitalisme, tout se rejoint en soi. C'est un peu lutter contre toutes ces formes de pouvoir, de richesse, d'autorité et qui nous détruisent au quotidien. Moi j'ai un peu de chance, je suis un grand mec blanc, voilà, je suis moins embêté. Il n'y a pas écrit pédale sur ma gueule dès que je sors de chez moi pour aller au travail. Quand je suis en soirée avec mes talons de 15 cm, c'est différent. Donc j'ai un peu plus de chance que certains et certaines adelphes, quoi. Mais donc oui, voilà, c'est vraiment lutter contre cette hiérarchie de pouvoir et de richesse qui existe à l'heure actuelle. Comment vous gérez la question de l'accessibilité, des alliances, sans vraiment oublier votre message justement un petit peu radical? Eh ben, déjà par accessibilité, on ne parle pas forcément que des personnes en fauteuil, mais on parle des personnes précaires, on parle des personnes noroa, des personnes on dit de manière générale. Et donc ça change déjà beaucoup la pensée et la vision des choses quand tu organises quelque chose. C'est pour ça qu'on ne sera pas une association qui va commander des drapeaux Pride sur Amazon à 3,50 € et les vendre 15 €, pour ne citer ou faire référence à personne, et qu'au contraire on fait plutôt des soirées à prix libre, avec à partir de 3 €, enfin à bas prix, quand il y a quand même un engagement financier derrière pour nous. Ça va être aussi faire attention aux produits qu'on achète en fait. On va pas acheter la marque Coca-Cola parce que ça soutient Israël. Et du coup on est fermement contre Israël, donc on va plutôt regarder pour des marques locales, des partenariats locaux et toujours s'assurer de l'origine en fait, voir d'où ça vient, qui le fait, qu'est-ce que c'est, quelles sont les valeurs. Est-ce que tu sens une évolution ou une régression des espaces de lutte dans les cercles LGBTQIA+? Une évolution et une régression. Ou les deux, en fonction de... Les deux, en vrai, les deux. J'ai l'impression qu'on perd du monde, de manière générale, qu'il y a beaucoup moins de monde dans la sphère militante. Pas que LGBT+, d'ailleurs, mais de manière générale. Donc j'ai l'impression qu'on perd du monde, mais que les choses sont mieux faites et que les choses présentes, quand il y en a, sont mieux réfléchies, sont plus abouties que ce qu'on pouvait voir avant. Donc une évolution comme une régression. Et est-ce que tu penses qu'il y a moins de monde ou il y a moins de présence parce que la majorité des gens aujourd'hui pensent que tout ce que les personnes LGBTQIA+, ont acquis, c'est acquis, c'est fini et il n'y a plus besoin d'en parler? Ou c'est parce qu'il y a un désintéressement au niveau média de nos problèmes qui sont encore d'actualité?
Je pense qu'on a un gros problème de personnes qui ne se sentent pas forcément concernées, de cis-gays qui disent bah, moi tout va bien, l'État est juste transphobe, quoi, mais qui oublient que ce seront les suivants en fait, à passer, comme ça est arrivé aux États-Unis là, avec Trump qui a parlé de faire interdire l'homosexualité. Quoi. Après les personnes trans, c'est notre tour en fait. Tu vois, donc je pense qu'il y a un vrai problème de. Je me sens pas concerné, donc j'ai pas envie de chercher plus. Ouais, en vrai, franchement, dans tous les domaines, c'est souvent ça qu'on retrouve, quoi. Toutes les personnes qui en ont rien à faire du génocide non plus israélo-palestine, tu vois, ils s'en foutent, en fait. Enfin, moi, Oui, tant que ça les touche pas, il y a pas c'est de ça, problème. et c'est un gros problème. Et puis après, les gens sont aussi découragés, en fait. Et je comprends, parce que quand tu vois l'actualité et que tu es une personne concernée, ça fait peur. Clairement. Tu disais au début du podcast que tu avais encore plein d'énergie. Comment tu fais justement pour militer sans t'épuiser? Tu as des astuces pour préserver justement cette envie de continuer ton combat? Je pense qu'il ne faut pas se forcer. Je le vois beaucoup dans tous les burn-out dont j'ai entendu parler ou été témoin. Et c'est des gens qui poussent trop loin. Et qui poussent trop loin ou qui se sentent obligés de pousser autant parce qu'elles se disent si là je m'arrête, ça va s'arrêter ou on va perdre. Quoi. Et ce qui arrive, hein, mais tu ne peux pas te sacrifier pour les autres non plus. Donc je pense que c'est surtout essayer de respecter ses limites, essayer de faire ce que tu peux faire, être capable, ça c'est très important parce que les gens n'osent pas, mais être capable aussi de dire je pensais pouvoir faire ça mais j'y arrive pas. Et c'est ok en fait. C'est ok de t'engager dans quelque chose et puis de te dire merde mais en fait j'ai pas l'énergie, j'ai pas le temps, j'ai pas la santé mentale pour, c'est ok. Et je pense qu'il faut arrêter de culpabiliser les gens qui abandonnent, qui lâchent. Enfin, t'as le droit de vivre en fait. Et des mauvaises passes, on en a tous, plus ou moins longs, plus ou moins graves, et genre, c'est ok. Après tout ce qu'on vient de dire dans ce podcast, quelles idées toi tu veux vraiment transmettre aujourd'hui? Aux personnes en général, une idée à transmettre, ce serait genre respecter le droit de vivre en fait, de tous. C'est pas parce que c'est une personne arabe, c'est une personne trans, genre, laissez-les vivre, elles te gênent pas en vrai, non. C'est rare que quelqu'un se dise oui, cette communauté, à cause de cette communauté, ma vie c'est de la merde. C'est pas vrai. Tu mens, ma belle, ou alors t'as juste trop regardé ces news, quoi. Et juste, ouais, laissez-nous vivre et laissez vivre les gens que vous considérez différents de vous. Puis après, aux auditoristes, donc on va passer à des gens de Nancy. Faites communauté. Faites communauté, entraidez-vous, rejoignez-vous, créez des choses. Rejoignez-nous aussi d'ailleurs, si vous le souhaitez, si vous en avez envie, n'hésitez pas. Quidam a beaucoup de mal à être présente sur les réseaux et du coup aller chercher du monde, mais en vrai, on est toujours ouvert. On a besoin de personnes, on a besoin de travailler ensemble. Et je pense que si on arrivait plus à faire communauté de manière générale, sans partir dans une bienveillance, une bienveillance hypocrite, en fait, il y a possibilité de faire communauté quand même, les choses iraient mieux, les choses avanceraient mieux. D'un point de vue local, comme à plus grande échelle d'ailleurs. Pour rebondir sur ce que tu dis justement, est-ce que tu ne penses pas que le problème actuel justement de notre communauté, chacun y va de son petit... C'est l'égoïsme en fait de la plupart de certaines personnes, qu'elles soient gays, bi, trans, queer. Elles ont du mal un petit peu justement de rallier tous les problèmes alors qu'en fait on ne fait qu'un, puisque dès l'instant où on touche à une lettre, je pense que la suivante c'est la lettre suivante. C'est ce qui est en train de se passer aux États-Unis. Est-ce que justement tu penses qu'on a du mal à avancer encore de nos jours parce que dans cette communauté-là il y a encore beaucoup d'égoïsme et de nombrilisme? Sans même parler d'égoïsme, de nombrilisme, je pense que un petit peu quand même, mais du coup oui, les gens sont pas pour autant éduqués en fait, et donc il y a encore énormément d'idées reçues, d'idées qui circulent parce que les gens ne s'intéressent pas et ne cherchent pas à faire mieux. C'est possible d'être quelqu'un de cis et d'être un très bon allié envers les personnes trans, tu vois, c'est pas incompatible en fait, juste c'est à toi de faire l'effort. Et c'est pas à temps de croiser quelqu'un de trans pour t'expliquer comment arrêter d'être transphobe au quotidien, quoi. De la même façon qu'en tant que personne blanche, j'ai eu des biais racistes toute mon enfance. Enfin, littéralement, ça fait partie de notre culture et notre éducation à ce stade, quoi. Et c'est à moi de me remettre en question, quoi. Et puis aussi, si on te dit tu fais de la merde, tu entends. Et tu sais pas tout de suite, non, mais j'ai un ami arabe. Non, d'accord, j'ai fait de la merde. Et Je suis pas raciste, mais... Voilà, non, mais tu vois, genre... Est-ce qu'il y a des personnes qui t'ont tenu la main dans ton combat et que tu aimerais remercier aujourd'hui? Jean, hein. Enfin, franchement, Jean, c'est super simple, mais c'est la réponse à vraiment tout, quoi. Sovan aussi, naturellement. Je pense que
Sovan et Jean, je ne serais pas du tout là où j'en suis aujourd'hui. Je serais sûrement une pédale qui fait la fête et qui ne s'intéresse pas non plus à grand-chose en vrai. Parce que on a besoin de j'ai eu besoin de quelqu'un pour m'ouvrir un peu les yeux, quoi. Et à partir de là, j'ai réussi à faire un travail sur moi-même. Ouais, je pense que c'est les deux personnes vraiment qui me forgent, qui ont forgé la personne que je suis et tout l'aspect militantisme et politisé que j'essaye d'avoir et d'évoluer en permanence. C'est quoi qui t'empêche de tout lâcher quand tu es face à des situations ultra difficiles, que ce soit dans ta vie perso ou sur une organisation d'événements, ou sur la réalisation d'un projet? En vrai, je crois que j'ai de la chance. Je suis pas sûr d'avoir déjà eu cette situation encore aujourd'hui. Il y a eu des moments compliqués, ouais. Mais après, l'aboutissement, quoi. Tu te dis, déjà, tu as tes amis, tu as ton entourage, ou ta famille choisie comme tu veux. Et je pense que c'est source d'énergie. Si tu as un bon entourage, c'est toujours source d'énergie, de soutien en tout cas. Et puis après, l'aboutissement, en fait, tu dis merde, j'ai galéré pour cet event, mais voilà le résultat. Merde, on a galéré pour ça, mais voilà le résultat. Et les retours, quand tu dis que tu t'es donné à fond, que tes retours sont bons. Tu peux pas plaire à tout le monde, donc tout le monde ne sera pas content. Mais si tu as au moins une personne qui te dit ouais, c'était bien pour ça, ouais, merci pour ça, franchement, ça efface, dans mon cas en plus, ça efface vraiment la charge mentale qu'il y a pu avoir sur certains sujets pendant l'organisation avant. On va passer à la dernière petite question avant de passer au second jeu, et celle-là, t'es pas au courant. On va imaginer que tu peux organiser l'event de tes rêves, le meilleur événement LGBTIQIA+, tout ce que tu veux. Donc, genre un festival. Genre un festival, tout ce que tu veux. Ça peut prendre n'importe quelle apparence. T'as 5 artistes à choisir, d'accord ? Ça peut être des personnes qui existent, des personnes queer, pas queer, cis, trans, tout ce que tu veux. Qui est-ce que tu choisirais ? C'est très compliqué, là. Oui, c'était le but du jeu. Ouais. Franchement, il y aurait Smiley. Smiley, c'est un DJ queer de Lyon qui est devenu un très bon pote et à la base que j'admire en tant qu'artiste parce que j'étais fan de lui. Et ça fait longtemps que je veux travailler avec. Ça se fait enfin. Donc, c'est un rêve, mais du coup, ça devient réalité. Mais il y aurait Smiley, ouais. Mais je vais encore citer Jean, mais il y aurait naturellement Jean, en fait, parce qu'elle a tellement apporté et puis ça reste une artiste. Donc, du coup, clairement, Abby Beach. Abby Beach, Rennes, c'est un peu... En dehors de mon entourage, c'est mon autre modèle. Je ne sais pas si tu connais Abby Beach. Mais... Non, mais j'irai me renseigner. Ok, tu devrais. C'est la seule personne militante, activiste, dont à chaque fois qu'elle parle, je me dis « oui, je suis d'accord. Oui, il faut plus de personnes avec autant de visibilité qui disent la même chose. » Et en plus, c'est une danseuse professionnelle, donc, qui a plein de talent. Elle vient d'écrire son livre, bref, Abby Beach. Ça fait déjà 3, là. Oui, il t'en reste encore 2. C'est pas du tout communauté queer, mais Michael Moore. Michael Moore, parce que ça a été mon artiste préféré pendant des années, parce que c'est un super allié, parce que ça a été un des premiers aussi à parler de la Palestine. Donc, sauf erreur de ma part, il n'y a pas trop de faux pas, et du coup, si j'avais l'occasion de travailler avec lui, ce serait plutôt le rêve en vrai. Il faut bien des alliés quand on aura notre quota 6-7. On est bien. Allez, il m'en faut un cinquième qui... Il faut que je pense à quelqu'un qui ferait un show de ouf. J'ai mis Michael Moore en chanteur. Une drague alors, un drague ou une drague. Jinx Monsoon. Oh, j'adorerais. Jinx Monsoon. Oh là là, oui, j'adorerais tellement. Que je ne connaissais pas tant que ça à la base, mais en fait, Jinx m'en parle tellement que du coup, je me suis intéressé au personnage et en fait, elle est incroyable. Oui. Et elle coûte aussi très cher, mais elle est incroyable. Oui, mais si c'est un festival, si tu peux avoir Michael Moore, tu auras Jinx Monsoon. Allez, on passe à la dernière toute petite partie un peu fun, c'est le This or That. Allez, je te laisse à chaque fois 2 propositions. T'as aucun joker, tu peux te justifier comme pas te justifier. Attention, il y a des petits pièges. Très bien. T'es plutôt drag king ou drag monster ? Les deux. Ah, j'ai pas de joker, t'as dit ? Non. J'ai pas de joker. Drag monster, c'est... Quand c'est sombre et dark, c'est plus ma vibe personnelle. Réu militante ou after techno ? Mon cœur de fêtard dirait after techno, mais la situation politique aujourd'hui, je choisirais Réu militante. Talon de 12 ou Doc Martins ? Talon de 12 fois. Lecture de Wittig ou replay de Drag Race ? Lecture. Archive queer ou dance floor queer ? On peut pas dire les deux non plus. Non. Archive queer parce qu'il faut se rappeler. T'es plutôt un bar queer à Charleville-Mézières ou un brunch safe à Paris ? Un bar queer à Charleville-Mézières. T'es plutôt micro ou mégaphone ? Mégaphone. C'est plus simple pour gueuler.
Silence stratégique ou clash public? Clash public. Émeute ou flash mob? Émeute. Plus chaotique. Et la dernière, Quidam ou Ardence? Je vais te répondre la même chose que tout à l'heure. Quidam pour le besoin politique. Et puis parce que sans Quidam, il n'y aurait pas Ardence. Donc Quidam. Merci Johan. Merci à toi et au plaisir. Ah, mais on n'a pas fini encore, hein? On n'a pas fini. Non, il y a un truc qui arrive, je crois, vendredi 16 mai. Tu peux nous en parler? Tout à fait, c'est vrai. Vendredi 16 mai, il y a la 2e édition de la Sekaling avec donc Indigo Artemis et Dova Queen, donc la House of Luma. Et nous aurons Vandalisé qui fera sa première perf de drague. Et Amoureuse, une petite queen de Paris, très rigolote si vous la connaissez pas. Et très belle et très talentueuse. Ça se passe où? Aux 3 petits points. 3 rues de l'île de Corse, près de la voie de tram en allant vers le canal. Super. Et on a aussi, on peut en parler je pense, hein, on n'a pas fait encore de com, mais l'After Pride Quidam qui aura à nouveau lieu dans le jardin du Musée des Beaux-Arts. Est-ce que tu as des noms à nous dire? Si, on peut parler de Smiley, du coup. Oui, voilà, je le disais. dont tu parlais tout à l'heure. Voilà, c'est enfin mon rêve se réalise après 3 ans à essayer de trouver une solution pour travailler avec lui, lui offrir une scène qu'il mérite. Enfin, on va la voir et en plus... Et donc l'After Pride, c'est le 7 juin Tout à fait. à Nancy. De 18h30 à minuit, le repas sera à prix libre, donc pour 10 €, vous pouvez vous en sortir avec 2-3 pintes de bière, une entrée et un repas, et une bonne soirée. C'était Queer and Curious, un espace pour celles et ceux qui ne rentrent pas dans les cases et qui ne comptent pas s'en excuser. Restez curieux, curieuses, restez fidèles et surtout ne baissez pas la lumière, on est toujours là. À bientôt. À bientôt et merci encore.